Bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios chrétiennes en France, RCF. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, aujourd'hui sénateur de la Vienne et vice-président du Sénat. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour Bonjour. RCF. Alors Jean-Pierre Raffarin, une toute première question. Vous connaissez bien François Fillon. Dimanche dernier, il nous a un peu étonnés en nous expliquant qu'en cas d'un duel au municipal entre le Front National et le Parti Socialiste, eh bien, il faudrait voter pour, je cite, le moins sectaire des deux. Ce n'était pas tout à fait la position de votre parti, Jean-Pierre Raffarin. Que nous dites-vous aujourd'hui ? Ah, dites donc, c'est dur votre première question. Là, Ouais, c'est la question que tout le monde se pose. Et tout, je me voilà face à François Fillon, donc c'est quand même un peu rapide, mais disons que moi je m'en tiens à la ligne du parti et au fond une position personnelle n'en met pas en cause la ligne que nous avons collectivement définie. Quelle est cette ligne ? C'est tout clair, l'UMP refuse toute alliance avec l'extrémisme, que ce soit l'extrémisme de gauche ou l'extrémisme de droite, pour la gauche comme pour la droite. Cette ligne-là, c'est une ligne que nous avons définie ensemble. Donc je vois bien qu'on répond les uns et les autres à cette question, mais je voudrais quand même dire à mes amis de l'UMP, sur ces sujets, arrêtons d'être défensifs et soyons offensifs. Ça veut dire quoi être offensif aujourd'hui ? C'est de dire clairement que Parti Socialiste et Front National ont parti liés. Et vous les mettez sur le même Qu'au plan. fond, Parti Socialiste et Front National ont un intérêt commun. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous les mettez sur le même plan ? Monsieur Écoutez, Lacroix. je ne sais pas ce que veut dire le même plan. Ce que je sais, c'est qu'ils ont un intérêt commun. Je dirais même que c'est, comme on dit dans les collectivités locales, c'est un SIVU, c'est un syndicat à vocation unique. Quelle est cette vocation ? Affaiblir l'UMP. Croyez-vous que le Parti Socialiste ne fait pas tout pour jouer la carte du vote protestataire? Croyez-vous que le Parti Socialiste ne fait pas tout pour gonfler les voiles du Front National? Quand il parle de proportionnel, que fait-il rêver? Il fait rêver Madame Le Pen. Quand il s'arrange pour qu'avec seulement 10% des exprimés, on puisse multiplier les triangulaires. Pourquoi des triangulaires? Pour naturellement affaiblir l'UMP. Quand on choisit la ligne Taubira plutôt que la ligne Valls, pourquoi on fait ça? Pour exaspérer l'électorat populaire, pour faire en sorte que l'on gonfle les voiles du Front National. Donc il est clair aujourd'hui que Parti Socialiste et Front National, naturellement, ce n'est pas la même chose, mais ils ont mis en commun leur intérêt contre l'UMP. Et Alors, de ce point de vue-là, c'est pour nous préoccupant. Certains sondages nous disent qu'aujourd'hui, le Front National est la deuxième force politique en France. Mais les sondages, vous savez, on va voir avec les élections si les choses se révèlent ainsi, qu'on puisse défendre l'intérêt national, que l'on puisse défendre l'ordre, que l'on puisse défendre, au fond, une vraie maîtrise de l'immigration, qu'on défende la politique de sécurité. Tout ceci sont des thèmes qui sont souvent développés par le Front National, mais ils sont aussi développés par d'autres familles politiques. Donc l'ambiguïté aujourd'hui, j'ai vu ce sondage qui dit que les Français sont, pour un tiers d'entre eux à peu près, proche du Front National, mais il y a un certain nombre de valeurs que nous partageons, nous, avec l'ensemble de la société et avec l'ensemble des classes populaires. On n'a pas les mêmes valeurs que le Front National, mais on a des valeurs communes avec les couches populaires, et quelquefois les couches populaires demandent au fond plus d'ordre, plus de sécurité, et des thèmes qui sont quelquefois développés par les extrêmes. Très bien, nous reviendrons sur toutes ces questions. La parole est à Romain Mazenot, RCF. Un autre sujet sur le budget 2014, vous avez souvent dit qu'il fallait privilégier les économies aux hausses d'impôts. Et justement, le projet de budget 2014 prévoit 15 milliards d'euros d'économies et une pause fiscale pour les entreprises. Alors, est-ce que vous êtes satisfait ? Bah, écoutez, j'attends de voir la pause fiscale parce qu'on nous annonce des contributions qui augmentent partout. Il va y avoir une baisse de l'impôt sur les sociétés.
si on baisse l'impôt sur les sociétés, ce sera très bien. Si on peut améliorer la compétitivité des entreprises, ce sera très bien. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que la réforme des retraites est coûteuse en compétitivité, parce qu'on va augmenter les cotisations des entreprises. Je vois bien que l'ensemble des dispositifs de taxes multiples, on nous parle de retour de taxes écologiques, on voit qu'aujourd'hui, une partie importante de la majorité voudrait que l'on augmente le diesel, qui est quand même une des forces d'énergie qui est très utilisée par beaucoup de PME, par exemple dans le monde de l'artisanat. Donc on voit bien qu'il y a une charge. Au fond, c'est tout simple. Dans le monde moderne, quand vous êtes au pouvoir, vous avez le choix, pour la compétitivité de votre pays par rapport aux autres pays, vous avez le choix entre deux politiques. Faire des réformes ou augmenter les impôts. Il est clair aujourd'hui qu'on ne fait pas de réformes. Et donc, ne faisant pas de réforme, on choisit les impôts. Donc, la pause fiscale, c'est une manœuvre. Parce que pendant qu'on tient le discours de pause fiscale, on augmente les taxes. Alors, on va peut-être faire la pause des impôts, mais l'augmentation des taxes, c'est de la sémantique. Laurent de Boissieu, La Croix. Oui, mais justement, c'était la question que j'allais vous poser. Le gouvernement affiche en tous les cas une direction, une ligne qui est la même que celle que vous affichiez et que la droite UMP a affichée. C'est de toute façon une obligation du fait des engagements européens de la France. Il y a des engagements qui ont été pris et quel que soit le gouvernement, de droite comme de gauche, ces engagements doivent être respectés. Oui, mais ils seront respectés par des réformes et pas par des impôts, parce que les impôts vont tuer notre croissance. Vous voyez que nous avons encore détruit près de 140 000 emplois dans cette dernière année. La France détruit des emplois aujourd'hui. Pourquoi détruit-elle des emplois? Parce qu'il y a une oppression, une surpression fiscale. Et donc il est clair que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut faire des réformes. Regardez les retraites. Il y a 3 paramètres pour les retraites. Les pensions, est-ce qu'on diminue les pensions? Nous répondons non. Est-ce qu'on augmente les cotisations? Et ça, c'est l'atteinte à la compétitivité. Nous disons non, et les socialistes disent oui. Et nous disons il faut augmenter la durée. Ils vont trouver un moyen de compenser pour les entreprises afin qu'il n'y ait pas de... Peut-être qu'on ne sait pas encore. Mais franchement, si vous faites une réforme en compensant, c'est-à-dire que vous dites aux gens « Oh, je vais faire une réforme, mais personne ne fera d'effort », ça veut dire que ce n'est pas une réforme. Moi, je veux dire la vérité. Ce n'est pas une vraie réforme des retraites. Ce n'est pas une réforme des retraites. La réforme des retraites, elle demande des efforts. Qui doit faire les efforts? La question, elle est là. Qui fait l'effort? Alors là, les socialistes se disent « Oh, nous sommes des réformateurs !» Mais attention, il n'y a pas d'effort pour les fonctionnaires. Il n'y a pas d'effort pour ceux qui travaillent. Et puis, il n'y a qu'un petit effort de cotisation, mais on compense. Ça veut dire qu'on fait des réformes sans effort. Les réformes sans effort ne sont pas des réformes. Une question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Monsieur Raffarin, vous avez évoqué tout à l'heure l'épisode de la taxe diesel avec les Verts qui haussent le ton. Comment voyez-vous la position des Verts au gouvernement? Enfin, c'est un peu curieux. Vont-ils rester au gouvernement? Vont-ils rester selon vous? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que le gouvernement est trop gentil avec eux? Quelle est votre analyse? Je pense que le Parti socialiste a été quelque peu pris en otage par les Verts. Et que quand le Parti socialiste a décidé de donner des investitures aux Verts, c'est-à-dire en fait de choisir des députés verts plutôt que des députés socialistes, il s'est mis en situation de dépendance vis-à-vis de gens qui ont une idéologie qui est une idéologie pour notre pays aujourd'hui pas pertinente. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que la logique des taxes. Ils veulent une taxe écologique, ils veulent des taxes sur le diesel, ils veulent faire payer la société. Et au fond, cette logique de faire payer la société, on voit bien que c'est une logique en fait de chômage et de destruction d'emplois. Alors naturellement, ils sont en train d'essayer de manœuvrer les statistiques de l'emploi en essayant de profiter de notre démocratie, puisque avec le baby-boom, on a de moins en moins de gens qui entrent sur le marché du travail et de plus en plus de gens qui partent à la retraite. Donc on peut avoir des effets mécaniques, mais ce qui compte, c'est est-ce qu'on crée des emplois ou est-ce qu'on en détruit? Moi, quand je suis arrivé au pouvoir avec Jacques Chirac, c'était en 2002, on perdait à peu près 50 000 emplois par an. Quand nous sommes partis, on gagnait un peu plus de 400 000 emplois par an. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en une année, on a perdu 139 000, je crois, près de 140 000 emplois. Cette destruction d'emplois, d'où vient-elle? Elle vient d'un manque de compétitivité, parce qu'on a trop de charges dans notre pays.
Romain Masneau, RCF. Je voulais revenir un instant sur la réforme des retraites. Vous avez dit récemment qu'il fallait aller plus loin dans l'harmonisation publique-privée que vous aviez initiée quand vous étiez Premier ministre en 2003, avec le même nombre d'années de cotisation à l'époque. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attaquer enfin au régime des fonctionnaires, au calcul de la retraite plutôt des fonctionnaires, qui est toujours sur les 6 derniers mois ? Je pense qu'il faut harmoniser le statut de la fonction publique avec la fonction privée dans l'entreprise en ce qui concerne les retraites. Je crois que c'est très important, c'est ce que nous avions fait en 2003 et je pense qu'il faut continuer. Un régime unique. L'idée, je le pense, l'idée de base que nous devons avoir sur ce sujet, c'est qu'au fond, une réforme des retraites, disons la vérité, il faut en faire une tous les 5 ans. Il faut adapter notre démographie, notre situation de l'emploi, notre situation économique. Donc tous les 5 ans, il faudra se dire qu'on a une réforme des retraites à faire. Et donc il faut adapter la durée de cotisation, il faut adapter notre situation. On ne fera pas une réforme comme ça pour l'éternité. D'ailleurs, moi je pense que dans notre monde moderne, la réforme doit être permanente. Vous ne croyez pas au grand soir des retraites? Je ne crois pas au grand soir. Par exemple, une réforme systémique qui serait par exemple de passer d'un système actuel à un système par points, clair et lisible. Je ne crois pas que ça soit possible. Parce qu'il faut craindre la rue ou bien parce que ce n'est pas possible? Parce que ce n'est pas possible, techniquement, ça me paraît très compliqué. Donc, et que je crois qu'il y a un attachement à la retraite par répartition dans notre pays, et je pense que les Français considèrent que ça fait partie de notre pacte républicain. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse remettre cela en cause, mais ça veut dire qu'il faut s'adapter en permanence. Donc, sur les régimes spéciaux, par exemple, Nicolas Sarkozy avait initié des réformes, je pense qu'il faut continuer. Et je crois qu'il faut continuer régulièrement à rapprocher, ne pas le faire brutalement, ne pas le faire violemment, mais régulièrement, étape après étape, quinquennat après quinquennat, rapprocher les statuts pour rendre notre société plus juste. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Et vous pensez que techniquement, un régime unique, c'est réalisable? Je pense en tout cas sur des paramètres, comme les paramètres de durée de cotisation, niveau de cotisation, les choses me paraissent faisables. Mais si on prend la pénibilité, je pense que la pénibilité, qui est un sujet tout à fait important, on ne le prend pas en fonction d'un statut, parce qu'il peut y avoir des fonctionnaires en statut de pénibilité, et il y a des gens qui peuvent être dans le privé en statut confortable. Donc moi je suis plutôt pour qu'on prenne des paramètres comme la pénibilité et qu'on l'applique aux différents statuts, plutôt qu'on considère qu'un statut en soi est pénible et qu'un autre statut en soi ne serait pas pénible. Il y a de la variété, donc je suis plutôt pour un traitement, mais ça c'est une philosophie de la vie, je suis plutôt pour un traitement des personnes plutôt qu'un traitement des groupes. Laurent de Boissieu, La Croix. Tout à l'heure, vous opposiez la ligne Taubira à la ligne Valls sur la sécurité et la justice au sein du gouvernement. On l'a vu, les problèmes qu'il y a à Marseille. Est-ce que c'est un problème de la gauche avec les questions de sécurité, ou est-ce que c'est pas un problème de fond plus global, plus durable, quand on voit que le bilan de la droite sur le sujet, et notamment à Marseille, les problèmes de sécurité ne datent pas de l'alternance? Je pense qu'il ne faut pas traiter le cas de Marseille comme tous les autres cas du pays. Il y a des questions qui sont spécifiques à Marseille. Par exemple, le bilan de la... Mais le fait d'être une ville portuaire, le fait d'être une ville très, très ouverte a posé un certain nombre de problèmes. On sait bien que dans tous les ports, historiquement, il y a eu un certain nombre de trafics, il y a eu un certain nombre de difficultés. Donc je pense qu'il faut avoir sur Marseille une vision un peu spécifique. Disons que le bilan des socialistes sur la sécurité est un piètre bilan. Et nous pensons que le discours, au fond, qui est un discours laxiste, il y a trop de gens qui sont en prison, il faut faire en sorte que les gens ne soient pas forcément sanctionnés. Au fond, la société de l'excuse, qu'est une société, puisque je suis face aux chrétiens, juste un mot de philosophie sur ce sujet. Philosophons. C'est qu'au fond, c'est la société des excuses. C'est quoi la société des excuses? C'est le déterminisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis à un moment ou à un autre mauvais? C'est ma classe sociale, c'est mon ADN, c'est quelque chose qui est extérieur à moi-même. Je ne suis pas libre et responsable. Pauvre petit jeune, il a été délinquant, mais ce n'est pas de sa faute, c'était la société, il n'a pas eu l'école qu'il voulait, il n'a pas eu... D'accord, peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes. Ça joue quand même, ça joue quand même. Ça joue quand même, mais moi je pense que l'homme est libre et responsable. Je ne suis pas innocent de moi-même. Sartre dit, l'homme est innocent de lui-même. Moi je pense, l'homme est responsable de lui-même. Ça c'est une vraie différence entre la gauche et la droite. Je pense que l'humanisme n'est pas un déterminisme. Moi, je pense vraiment que je crois, et je crois que c'est une des questions passionnantes du chrétien. Est-ce que le chrétien est déterminé par quelque chose qui est organisé au-dessus de lui, ou est-ce qu'il a la liberté dans sa foi? Moi, je pense qu'on a la liberté
liberté. Et donc c'est une question de fond. Alors je sais bien que dans le débat politique, on ne peut pas sur tous les plateaux expliquer ça. Nous allons parler de laïcité, naturellement. Mais moi, je ne crois pas au déterminisme. Et donc je ne pense pas que ça ne veut pas dire que celui qui trébuche, il faut le laisser dans l'erreur ou le laisser dans la misère. Il faut tendre la main. Il faut naturellement aider à se redresser. Mais enfin, il ne faut pas nier les responsabilités. Et donc je crois qu'en matière de sécurité, un pouvoir qui envoie des messages comme quoi en permanence on va trouver des excuses à la délinquance est, je crois, du point de vue politique, dommageable. Sur Marseille, pour finir, Laurent de Bossieux-Lacroix. Ce matin, un sondage montre qu'une majorité de Français demandent que l'armée soit envoyée à Marseille. Est-ce que vous iriez jusque-là ? Ça fait un peu peur quand même, non, Jean-Pierre Raffarin ? C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde et donc il faut faire très attention. Mais vous savez, il faut faire très attention parce que c'est ça l'extrémisme quand il monte. C'est qu'à un moment on en arrive à des idées qui sont des idées paradoxales, qui sont des idées inadaptées. L'armée, on a affaire à Marseille à des trafics, on a affaire à un certain nombre de publics, quelquefois en difficulté, donc naturellement des systèmes mafieux. Et donc l'armée, c'est pour des opérations massives, significatives et souvent ponctuelles. Donc là, c'est un travail qui est un travail de fond, un travail d'enquête, un travail de précision. C'est pas quelques actions donc non à l'armée musclée, mais sérieux. Et je pense que systématiquement aller rechercher, c'est vrai d'ailleurs, on pourrait presque le dire en matière de politique internationale, aller chercher la force pour régler les problèmes. Moi, je suis pour qu'il y ait des politiques et qu'il y ait de la fermeté. Mais je ne crois pas à cette escalade de l'appel aux muscles pour régler les problèmes. Je préfère qu'on fasse appel au cœur ou au cerveau. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. On parlait de laïcité à l'instant. Comment avez-vous perçu la charte de la laïcité dans les écoles ? Est-ce que ça favorise le vivre ensemble ? Est-ce que finalement on n'en finira jamais d'aller assez loin dans les détails sur les sorties scolaires, accompagnées par des femmes voilées ou pas ? Enfin voilà, comment vous avez perçu vous ce Faut-il texte ? afficher cette charte dans les écoles privées comme certains le demandent, Jean-Pierre Raffarin ? Franchement, je connais un peu l'opinion de Vincent Peillon sur la laïcité, que je trouve qu'il a une vision souvent un peu étriquée de la laïcité. Mais très franchement, j'ai plutôt été rassuré quand j'ai vu le texte. Rassuré ? Et je m'attendais à ce que ce soit... Quoi ? Je craignais un pire, c'est-à-dire au fond une remise en cause du fait religieux. Et donc, je trouve que ce texte est quand même globalement conforme à l'idée commune de la laïcité en France. Ce que je crois qu'il faudrait bien expliquer, c'est la différence qu'il y a entre la religion et l'extrémisme. Et ne pas confondre religion et extrémisme. L'adversaire dans une société républicaine, c'est l'extrémisme, ce n'est pas la religion. Et donc, je crois qu'il faut être attentif à cela, mais le fait qu'on demande la neutralité au personnel et qu'on ne puisse pas remettre un enseignement pour une cause religieuse, je pense que tout ceci fait partie de notre politique, je dirais, républicaine partagée. Et au fond, je ne suis pas sûr qu'il faille faire un zèle extraordinaire, mais ce n'est pas quelque chose qui me blesse ou qui me choque en tant que chrétien. Avant de marquer une première pause, je voudrais vous entendre sur la question de l'école privée. Faut-il afficher cette charte dans l'école privée, Jean-Pierre Raffarin ? Je ne verrai pas d'inconvénient. Je pense que la politique française d'éducation devrait, pour ses responsables, devrait réfléchir à pourquoi il y a actuellement un rush sur l'enseignement privé. Donc c'est plutôt un déficit de l'enseignement catholique, un déficit de l'enseignement public aujourd'hui qui est la conséquence du succès de l'enseignement catholique. Donc moi je ne suis pas contre que l'on traite l'enseignement catholique d'une manière dans la République comme cette charte. Avec cette charte, ça ne me gêne pas du tout de dire que moi je suis chrétien et laïque. Et je peux choisir un engagement pour mes enfants ou maintenant mes petits-enfants dans un établissement catholique et qu'on respecte la laïcité. Moi, j'ai fait voter la loi sur les signes ostentatoires. Ce n'est pas quelque chose qui me choque. Et je pense que le chrétien apaisé que je suis n'a pas peur de la laïcité. Mais j'ai une conception de la laïcité qui reconnaît le fait religieux et je reconnais le fait religieux. Et moi, je ne fais pas l'amalgame systématiquement entre l'islam et l'islamisme. Je veux qu'on sépare les choses. Et donc, le chrétien apaisé n'a pas peur de la laïcité. Très bien, merci à vous Jean-Pierre Raffarin, chrétien apaisé. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. A tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec notre invité, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, sénateur UMP de la Vienne et vice-président du Sénat. Il est interrogé aujourd'hui par Laurent de Boissieu pour La Croix, Romain Mazneau pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est donc Alain Baron qui va poser la première question. Oui, Monsieur Raffarin, il est impossible de ne pas évoquer, bien sûr, le dossier syrien. L'UMP n'a pas parlé d'une seule voix sur ce dossier. Vous-même, je crois que vous êtes hostile, vous avez déclaré être hostile aux frappes. Quelle est exactement votre position? Faut-il saisir la main tendue par la Russie? Est-ce que le gouvernement est dans la bonne mesure? J'aimerais en savoir plus. Jean-Pierre Raffarin. Au fond, je pense que l'UMP est assez rassemblée sur une ligne qui est les conditions ne sont pas réunies pour une frappe actuellement en Syrie. Je pense que ce que je viens de vous dire est partagé. Alors, quelles seraient les conditions? Les conditions, alors c'est là où il y en a qui en mettent plus les uns que les autres. Moi, je mets la condition du droit, car je pense que la force sans le droit, c'est de la violence. Et donc, il nous faut du droit. Et je pense que le droit, sa source, c'est l'ONU. Et donc, je pense que nous avons besoin d'une décision de l'ONU. Donc, d'abord, une prise de position de l'ONU après le travail des enquêteurs sur ce qui s'est passé le 21 août, puis une décision de l'ONU. S'il n'y a pas possibilité de décision de l'ONU, il faudra à ce moment-là une large coalition, et nous souhaitons qu'il y ait une coalition puissante, et en tout cas qu'on ait une situation, je dirais, équilibrée en Europe. Et on n'est plus dans le droit. S'il n'y a pas de résolution au sein de l'ONU, est-ce qu'on reste tout de même dans le droit? Je pense que si on a les preuves formelles, claires, comme quoi c'est le régime de Bachar, ce qui est ma présomption, qui est aujourd'hui responsable de ces attaques. Je pense, comme beaucoup, qu'on ne peut pas laisser cette utilisation d'armes de destruction massive sans intervention. La question, c'est est-ce que cette intervention est militaire ou est-ce que cette intervention est diplomatique? Je souhaite qu'elle soit politique et diplomatique. Si nous devions arriver à une décision de type militaire, moi je souhaite qu'elle puisse s'appuyer sur une base internationale la plus large possible. Je préfère donc la logique du droit, l'ONU. Je peux voir avec une coalition, avec des partenaires de l'OTAN, je peux étudier avec des partenaires européens le fait que, par exemple, des pays ne participent pas mais approuvent l'intervention. Je pense qu'il y a tout un espace diplomatique. Ce qu'on a dit lors du débat parlementaire, je m'exprimais au Sénat pour l'UMP et Christian Jacob à l'Assemblée nationale, on avait les mêmes positions. On regrette l'isolement de la France. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on laisse M. Poutine dans un rôle solitaire, d'une certaine manière, extrêmement actif. Mais la France a toujours eu des relations avec la Russie et que la force de la diplomatie française, ça a toujours été de bien équilibrer son dialogue avec Moscou, avec son dialogue avec Washington et faire en sorte qu'il y ait une compréhension. Or, on a vu dans la dernière rencontre entre Poutine et le président de la République française qu'il y avait une incompréhension. Là, je pense que nous n'avons pas suffisamment de dynamisme diplomatique vis-à-vis de la Russie. Mais alors justement, une question historique, Jean-Pierre Raffarin. Lorsque vous étiez au pouvoir, quelle vision aviez-vous de la Syrie à l'époque? Bien, j'avais une vision extrêmement sévère. Et naturellement, j'étais influencé par le président de la République, avec qui je travaillais régulièrement sur ces dossiers. Et nous avons vraiment tous très souffert quand on a eu la conviction profonde que le régime de Bachar el-Assad était à l'origine de l'assassinat du Premier ministre libanais, M. Hariri. Et donc, il est clair qu'on a vu combien la Syrie essayait de manipuler un certain nombre de forces dans ce pays profondément ami de la France qu'est le Liban. Et donc, on avait un jugement extraordinairement sévère sur la Syrie. Donc, j'ai toujours eu un jugement très sévère sur Bachar el-Assad et son action à toutes les étapes, y compris quand il est venu en France. Je faisais partie de ceux qui avaient toujours sur lui un jugement d'une grande sévérité. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation internationale telle qu'il faut qu'une frappe soit légitime, si possible, donc s'appuyant sur l'ONU, et il faut veiller ensuite
à ce qu'on maîtrise les étapes d'après. Là où je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit par l'exécutif en France aujourd'hui, c'est-à-dire on ne veut pas faire la guerre. Mais quand vous avez frappé... C'est déjà la guerre. En tout cas, c'est celui qui a été frappé qui décide s'il y a guerre ou pas. Imaginez qu'on frappe, qu'est-ce que fait Bachar? Est-ce qu'il attaque nos troupes de la FINUL au sud Liban? Comment il fait les choses? Quels sont les types de réactions? Est-ce qu'il agit en France? C'est lui qui décidera si guerre ou pas guerre. Car si la FINUL était attaquée, nous serions naturellement obligés de la défendre. Donc il y a un certain nombre de décisions qu'on ne maîtrise pas ensuite. C'est pour ça que je pense que la frappe militaire ne peut être qu'un dernier recours, vraiment, quand on aura tout essayé, et pour le moment, on est loin d'avoir tout essayé, et notamment le contrôle des armes chimiques sous l'autorité internationale, c'est une piste qu'il faut travailler. Romain Masneau, RCF. On sait que vous êtes un grand connaisseur et un ami de la Chine. Alors la Chine, c'est un pays qui a connu les armes chimiques, qui en a été victime pendant la guerre sino-japonaise en 37-38. Quel peut être le rôle de ce pays, de cette grande puissance? Est-ce qu'elle est forcément au diapason exact de Moscou J'ai appris que Laurent Fabius doit aller en Chine ces jours prochains. Je pense que c'est très important. Je crois qu'il ne faut pas forcément laisser la Chine sur le côté, ne traiter qu'avec Moscou. La Chine, je pense, a vis-à-vis des armes chimiques des positions assez voisines de nous. Mais la Chine a un principe diplomatique qu'elle applique en toutes circonstances, c'est qu'elle ne veut pas d'ingérence. Plus exactement, pour être très précis, la Chine fait le choix de la stabilité. La Chine défend ses propres intérêts. Et elle souhaite que les autres pays soient plutôt dans des situations de stabilité plutôt que dans l'instabilité. Ce que n'aime pas un Chinois, c'est l'instabilité. C'est ce que veut la Russie aussi au Proche et au Moyen-Orient. La stabilité, disons c'est que l'objectif. la Russie le choisit sans doute de manière prioritaire pour des raisons géopolitiques de voisinage. Je pense que la Chine, c'est un principe général. La Chine choisit la stabilité. La Chine veut se développer, veut réussir ses objectifs internes. Pour cela, elle a besoin d'un monde stable. Et donc, dès qu'on propose à la Chine un changement quelque part, elle est plutôt réservée sur ce changement. Donc, je pense que le dialogue entre la France et la Chine, c'est quelque chose de très important sur ce sujet. Mais la question, c'est de savoir si on peut obtenir une prise de position contre l'utilisation des armes chimiques sans forcément frapper Bachar. C'est la question qui peut être posée. Et donc on va voir ce que va nous renvoyer le Congrès américain. Est-ce que le Congrès américain nous demande le départ de Bachar ou pas le départ de Bachar? Parce que quand la diplomatie française nous dit on veut punir mais pas abattre, moi je dis attention, la guerre, ça n'a pas le sens vraiment de la nuance. Et donc quand vous rentrez dans un processus pour punir, vous pouvez abattre, ne pas abattre, vous entrez dans des sujets sur lesquels il faut une clarification. Et de ce point de vue-là, je pense que l'objectif qui est de punir sans abattre risque d'être mis en cause par certains républicains américains qui pourraient apporter leur soutien à cette orientation, mais avec un autre objectif. Donc il faut discuter donc avec la Russie, avec la Chine, privilégier la voie diplomatique pour la solution politique. Et tant qu'on n'a pas mené cela, il ne faut pas entrer en action sur le plan militaire. Très bien, une question d'Alain Baron. Plus que la Chine que vous connaissez bien, on a quand même l'impression que c'est la Russie qui est à la manœuvre en ce moment. Et vous disiez à l'instant qu'il faut discuter avec la Russie. Est-ce qu'il faut refaire l'alliance franco-russe d'autrefois? Parce qu'on a l'impression qu'avec le gouvernement actuel, c'est mal parti. Je pense que le gouvernement actuel doit rétablir sa relation avec la Russie. C'est une force dans ce monde qui est un partenaire obligé pour nous. La politique étrangère, ce n'est pas le jugement permanent des uns ou des autres. C'est la capacité de défendre nos intérêts au nom d'un certain nombre de valeurs, certes, mais aussi nos intérêts. Donc on ne peut pas penser aujourd'hui que nos intérêts peuvent être défendus sans dialogue avec la Russie. D'autant plus que la Russie et la Chine peuvent retrouver aujourd'hui des circonstances d'alliance qu'ils n'avaient pas trouvées sous Mao Tse-tung. Donc je pense que nous avons intérêt à discuter avec toutes les grandes forces de ce monde multipolaire. La France défend une vision multipolaire du monde. Ça veut dire qu'avec chaque pôle, il faut discuter. Et évidemment, la Russie de Poutine est un pôle. Donc il faut discuter avec ce pôle et essayer de trouver des voies communes d'action. Je pense que la diplomatie française ne doit pas se fermer des portes.
Une dernière question de Laurent de Boissieu, La Croix. Est-ce que la question, c'est vraiment celle des armes chimiques et pas celle du nombre de morts conventionnels qu'il y a eu rien ne prouve non plus, d'ailleurs, à l'heure actuelle où nous parlons, que les rebelles, qui sont en mouvance très, très diverses, que certains d'entre eux, en tout cas, n'auraient pas eux-mêmes utilisé des armes chimiques. Ça, il faudrait en effet que cette affaire soit clarifiée. Nous comptons un peu sur l'ONU pour ce sujet, parce que c'est pas neutre que M. Poutine, dans un média américain, accuse les rebelles. Donc c'est une information que nous devons prendre en compte. Est-ce que l'ONU a vraiment les moyens de le dire ? Nous allons voir, je l'espère, et c'est aux uns et aux autres de s'exprimer. Mais il faut bien clarifier les sources qui nous sont venues, parce que on nous a présenté des images. J'ai vu à la télévision américaine les mêmes images. Je voudrais savoir si on est bien sûr de qui a produit ces images et comment tout ceci nous est arrivé, par quel cadeau. Mais je fais confiance à notre diplomatie pour valider tout cela. Mais sur le fond, je pense qu'il est clair que nous devons manifester l'horreur de notre humanisme face à l'utilisation d'armes chimiques. Je pense qu'on ne peut pas banaliser cette procédure guerrière qui a été employée contre la population syrienne. Alors, naturellement, les armes conventionnelles produisent des morts qui nous révulsent, mais il est clair qu'on ne peut pas laisser passer cela. Mais comment réagir ? Je crois qu'il faut faire attention à ce que la réaction ne nous mette pas dans une situation de plus grande faiblesse que l'action elle-même. On vous a bien compris, Jean-Pierre Raffarin. Nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous. Dans un court instant, nous retrouverons donc Jean-Pierre Raffarin face à nos 3 journalistes. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux chrétiens. Notre invité est Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, sénateur de la Vienne et vice-président du Sénat. Il est interrogé aujourd'hui par Laurent de Boissieu pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Laurent de Boissieu pose la question pour cette dernière partie. L'Union des démocrates et indépendants, le nouveau parti de Jean-Louis Borloo, a organisé ce week-end chez vous, à Poitiers, son université d'été, son université de rentrée. Est-ce que finalement cette reconstitution de ce qu'était l'UDF autrefois, peut-être même maintenant avec François Bayrou, ce qui manquait parmi les ex-UDF, est-ce que ce n'est finalement pas là votre véritable famille politique, davantage qu'à l'UMP, qu'une UMP qu'on considère comme aujourd'hui s'étant droitisée ? Jean-Pierre Raffarin. J'ai de la sympathie pour ce rapprochement. Je ne fais pas partie de ceux qui jugent le rapprochement vers Bayrou-Borloo comme une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et je crois que le centre, dans la vie politique française, c'est quelque chose d'important. Vous savez, cette vertu chrétienne de Trapelli, que Aristote définissait comme le juste milieu, c'est pas mal qu'elle existe quelque part. Donc je ne suis pas... Mais moi, je pense qu'il faut que le centre soit aussi dans l'UMP. Pourquoi ? Parce que quand nous avons créé l'UMP en rassemblant l'UDF et le RPR, c'était une partie de l'UDF, mais qui est la grosse partie quand même, que nous avons rassemblée. Nous l'avons fait pourquoi ? Parce qu'il y a eu le 21 avril, c'est-à-dire l'élimination de Lionel Jospin au deuxième tour d'élection par Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vu que la division à gauche conduisait à ce que notre candidat pouvait être un jour menacé de présence au second tour. C'était vrai pour la gauche, ça pouvait être un jour pour nous. S'il y a une primaire présidentielle avant l'élection présidentielle en tant que telle, ça permet de résoudre... La primaire entre le centre et l'UMP, dans votre schéma. Mais rien ne vous dit, puisqu'aujourd'hui, par exemple à Paris, l'UDI n'a pas accepté le système des primaires. Donc aujourd'hui, quand on rassemble le RPR et l'UDF en faisant l'UMP, on est sur un socle de 30%. À ce moment-là, stock électoral qui nous met à l'abri d'être éliminés au second tour. En revanche, si on était chacun autour des 15-20%, on voit bien qu'il y aurait un risque. Donc si l'UDI est trop fort, si l'UDI réussit, ça devient risqué pour vous. Je pense que le centre et la droite soient divisés et qu'on empêche qu'une des forces atteigne les 30%, c'est clair qu'il y a un risque Front National. Et donc c'est pour ça que je dis très clairement que la bonne réponse au Front National, c'est l'UMP. Qui est la force politique qui peut battre le Front National ? C'est l'UMP. Qui a organisé son rassemblement pour être devant le Front National, le plus souvent possible, et je crois aujourd'hui, d'une manière assez générale dans le pays, c'est l'UMP. Et au municipal, il faut des listes UMP-UDI dès le premier tour ? Moi, je pense que c'est mieux. Et je souhaite que l'UMP
l'UDI et le MoDem puissent se rassembler sur des listes municipales. Et moi, je souhaite une négociation nationale entre l'UMP et l'UDI pour qu'il puisse y avoir un rapprochement possible. Mais je pense que si on devait à terme avoir deux forces à peu près équivalentes, à ce moment-là, on serait dans la situation d'extrême fragilité vis-à-vis du Front National. C'est le leadership de l'UMP qui met le Front National en dehors du statut de parti de gouvernement. Romain Mazenot, RCF. Est-ce que le débat sur l'inventaire des années Sarkozy auquel Jean-François Copé a donné son feu vert, est-ce que ce débat peut se dérouler sereinement et librement alors que l'ancien président brûle d'envie de revenir sur le devant de la scène politique? Jean-Pierre Raffarin. Vous êtes bien informé, semble-t-il. Brûle-t-il de revenir sur la scène politique? Je ne sais pas, j'en suis pas persuadé. Vous ne croyez pas à son retour? Enfin, je crois que c'est possible. Je crois qu'il n'est pas dans une stratégie de conquête. Mais vous espérez qu'il ne reviendra pas? Non, je vais vous dire très franchement, nous choisirons le meilleur en 2016. Personne ne peut dire aujourd'hui quel sera le meilleur. Fillon, Copé, Juppé, Sarkozy, nous avons 4 as, et donc dans ce carré d'as, personne ne peut dire quel sera le meilleur en 2016. Donc prudence, d'abord faisons en sorte qu'ils se respectent. La différence, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas besoin d'un parcours pour construire sa dimension présidentielle, puisqu'il l'a acquise, et donc lui, il n'a pas une logique de parcours aujourd'hui, pas une logique de conquête, mais une logique de rendez-vous. Est-ce que le pays aura besoin de lui, et est-ce que lui voudra et pourra s'engager dans ce projet? Mais en revanche, François Fillon, Jean-François Copé peuvent être dans la situation où ils ont besoin de construire un projet, de le partager avec les Français. Donc, eux ont une stratégie de conquête, alors que Nicolas Sarkozy peut avoir une stratégie de parcours. Sur l'inventaire, vous n'avez pas répondu. Alors, non, mais je vais venir, mais parce que vos questions sont quand même lourdes. Et donc, sur l'inventaire, moi je pense que l'inventaire, c'est la lucidité minimale. Évidemment que c'est nécessaire. Je ne crois pas qu'il faille faire un inventaire de manière comptable, tourné vers le passé. Il faut faire un inventaire pour l'avenir. Par exemple, moi je le prends pour moi l'inventaire, puisque j'ai été Premier ministre et donc je ne veux pas accuser les autres sans me remettre moi-même en cause. Je pense que le principe de précaution, par exemple, dans la Constitution, c'est quelque chose d'utile, mais ce n'est pas suffisant. Il faut équilibrer le principe de précaution par un principe d'initiative. Donc moi, je suis pour qu'on ait le même droit potentiel à l'initiative qu'on a à la précaution. Et de ce point de vue-là, je suis pour une charte de l'entreprise dans la Constitution, comme il y a une charte pour l'environnement. Donc il y a des choses qu'on peut faire et refaire. Je crois que sur les relations franco-allemandes, avec mes amis humanistes, avec Luc Chatel, Marc Laffineur et quelques autres, je suis favorable à ce qu'il y ait, par exemple, une fédération franco-allemande. Donc je pense qu'on analyse le passé et on construit des propositions pour l'avenir. Sur le fond. Et donc nous aurons, nous les humanistes de l'UMP, une contribution à ce travail de l'UMP sur l'inventaire, où nous formulerons une analyse du passé, mais qui débouchera sur des propositions précises pour l'avenir. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Monsieur Raffarin, vous avez évoqué tout à l'heure des alliances avec l'UDI et aussi avec le MoDem. Est-ce qu'il est possible pour l'UMP de s'allier avec le MoDem après le choix lourd de François Bayrou l'an dernier de voter Hollande? Si François Bayrou refait un choix lourd de s'entendre avec Jean-Louis Borloo et que Jean-Louis Borloo confirme sa stratégie d'alliance avec l'UMP, il n'y a pas de raison de vouloir régler des comptes éternellement avec une famille politique qui est au total, sur le plan des idées, proche de nous. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on fasse payer à François Bayrou ses comportements passés de sanctions trop sévères. Mais la condition, c'est quand même qu'ils reviennent au centre droit. Mais si, comme je le vois, il est question d'une entente entre l'UDI et le MoDem, ça veut dire que le MoDem s'inscrit dans la stratégie d'entente avec l'UMP pour les grandes élections, les grandes échéances. Donc tout cela me paraît aller plutôt dans le bon sens et je préfère un MoDem dans une stratégie d'alliance du centre et de la droite plutôt qu'un MoDem incertain choisissant au gré de ses intérêts. Alain Baron. Ça voudra dire que le MoDem devra cesser certaines alliances locales avec le PS? Je pense qu'il faudra clarifier. Il faudra clarifier les comportements, mais sans doute que François Bayrou, qui est un homme expérimenté et qui a le sens, lui, des nuances, a dû comprendre tout cela. Et donc déjà, quand il accepte de rencontrer Jean-Louis Borloo, je pense que déjà, il a construit une réflexion sur ce sujet.
Alors Jean-Pierre Raffarin, les fidèles de l'UMP ont vite remboursé les 11 millions. Ça a été annoncé la semaine dernière. Vous avez été surpris par cette rapidité? Oui, j'étais très surpris par Quelle analyse vous en faites? la puissance de cette mobilisation et notamment sa dimension populaire. Parce que ces 11 millions, ce n'est pas des gros chèques. Hein. C'est des petits dons. C'est vraiment des petits dons et c'est vraiment un mouvement très populaire. Mais vous savez, c'est assez amusant sur les chemins que je fréquentais cet été dans les Alpes. Je voyais des gens qui me disaient « mais où est-ce que je peux envoyer mon chèque ?» Ou j'ai vu des gens qui me remettaient une enveloppe. Vous avez encaissé des enveloppes? Et voilà, et donc c'était des chèques de modeste amplitude, mais qui... Alors comment faut-il comprendre C'est une réussite pour l'UMP ou pour Nicolas Sarkozy? Laurent de Boissieu. Je pense que, évidemment, pour beaucoup de citoyens, il y avait une adéquation entre l'UMP et Nicolas Sarkozy. Donc, je pense qu'on peut difficilement séparer les deux sur ce mouvement-là. C'est la réponse du juste milieu. C'est la réponse du juste milieu, mais je pense que, si vous voulez, je crois que Jean-François Copé a eu le mérite d'organiser cette mobilisation, de faire que cette mobilisation soit puissante et, je dirais, pénétrante dans la société française. Elle a été pénétrante, mais il n'empêche que beaucoup de gens ont fait ce geste aussi par respect pour Nicolas Sarkozy, respect de son parcours et en partie respect de son avenir, mais pas tous. Il y a des gens qui voulaient simplement dire merci pour le passé, pas forcément banco pour l'avenir. Donc tout ceci est à prendre avec nuance, mais le lien entre cette mobilisation et Nicolas Sarkozy est réel. Il ne peut pas être contesté. Alain Baron, Vous avez Radio apporté Notre-Dame. votre bol vous-même? J'ai apporté mon obol moi-même. Plus évidemment. ou moins que Nicolas Sarkozy. Donc on dit qu'il a donné 7 500 €. Oh, j'apporte beaucoup moins que Nicolas Beaucoup moins. Sarkozy, mais j'ai fait ce que les parlementaires devaient faire. C'est-à-dire Laurent de les Boissieu. parlementaires doivent verser à l'UMP. Chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans une société de liberté. Est-ce qu'il y a Je suis en paix Il n'y a pas avec de ma consigne du conscience sur ce sujet. Je ne veux pas, vis-à-vis des uns et des autres, faire quoi que ce soit, mais j'ai fait le travail qu'un parlementaire devait faire. Romain Mazenot, RCF. Près d'un an après le psychodrame de l'élection à la présidence de l'UMP, est-ce que vous jugez que Jean-François Copé fait le job? Absolument, Jean-François Copé est à la hauteur de sa fonction. D'ailleurs, ça a été l'avis des militants qui, par un score quasiment plébiscitaire, ont considéré qu'il devait poursuivre ses fonctions à la tête de l'UMP. Donc Jean-François Copé est un manager, Jean-François Copé est quelqu'un qui s'est organisé, c'est un organisateur. Donc d'ailleurs, c'était un des sujets de la campagne où certains voulaient choisir un président de parti, d'autres voulaient choisir un candidat pour la présidentielle. Ce n'est pas forcément au même moment le même profil. En tout cas, ce que fait Jean-François Copé est aujourd'hui, je pense, du bon travail. Il rassemble la famille, il a pris une position moins conquérante et plus apaisée. Il travaille avec la droite forte d'un côté, dont on a évidemment besoin, mais à condition qu'on respecte et qu'on écoute aussi les humanistes, parce qu'on a plusieurs cultures à l'UMP, et je trouve qu'il fait ça de manière tout à fait satisfaisante. Vous avez Laurent soutenu Boissieu, justement Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP. Si j'entends bien ce que vous venez de dire, ça ne signifie pas forcément, en cas de primaire opposant Jean-François Copé et François Fillon, que vous soutiendriez automatiquement Jean-François Copé à cette primaire. Je choisirai mon candidat à la primaire au moment de la primaire. Et je vous le dis, je ne sais pas très honnêtement aujourd'hui quel sera celui qui sera en position de nous faire gagner. Mais qu'est-ce que nous voulons? C'est faire gagner nos idées. Nous pensons que le socialisme fait du mal à la France. Nous pensons que le socialisme n'est pas une pensée politique adaptée à la France du XXIe siècle. Donc nous voulons substituer à la pensée socialiste une pensée de l'humanisme plus libéral. Et cette orientation-là, nous pensons que c'est l'intérêt du pays. Qui portera cette orientation ? Nous verrons le moment venu celui qui sera le mieux à même de la porter. C'est pour ça que moi je ne veux pas critiquer pour l'avenir, ni François Fillon, ni Jean-François Copé, mais pas plus que je ne critiquerai Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Mais ça ne veut pas dire que sur leur passé, je suis d'accord sur tout ce qui a été fait. Donc sur le passé, moi je dis qu'il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et que Vous avez souligné les faiblesses comportementales et politiques de Nicolas Oui, Sarkozy. c'est au-delà de la politique, là. On est, C'est une vraie sur le question pour personnel. oui, on est sur la ressource humaine. Voilà. Qui incarnera le mieux? Et donc, s'il doit y avoir un Sarko 2, je pense qu'il doit être quelque peu différent du Sarko 1. Il faut qu'il soit apaisé, comme vous Mais disiez tout à l'heure. Nous verrons Jean-François cela Copé. le moment venu. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on discute. L'apaisement est un élément très important parce que je crois qu'il nous faut une stratégie de rassemblement. Le pays connaît
connaît la crise depuis déjà de nombreuses années. Je pense qu'il ne faut pas chercher les solutions en opposant les Français les uns aux autres. Il faut plutôt apaiser qu'opposer. C'est pour ça, quand on me dit qu'il faut faire intervenir l'armée, je pense qu'il faut plutôt aller tendre des mains, essayer. Mais il faut de la sévérité, il faut de la fermeté, mais il ne faut pas une logique de clivage permanent, il faut rassembler. Et celui qui sera le plus grand rassembleur sera le meilleur de nos candidats. Et donc aujourd'hui, que chacun tente sa chance, on a choisi de pouvoir choisir par la primaire. Donc on a un rendez-vous, ce n'est pas la peine de nous bagarrer maintenant. Et puis travaillons sur le projet. De ce point de vue-là, je vous le dis, j'approuve complètement la proposition de Jean-François Copé de faire des ordonnances. Ce qui n'est pas fait dans la première année de pouvoir a beaucoup de mal à être fait après. Donc à nous, dans l'opposition, de préparer dès maintenant ce que sera notre action pendant les premiers mois de l'alternance. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Donc, un tout autre sujet, vous avez participé au moins à une manif pour tous au mois de mars, je crois, à Paris, peut-être à d'autres, je ne sais pas. À d'autres, oui. Et que vous a inspiré ce mouvement? Parce qu'on sait que la loi Taubira est passée, mais le mouvement n'est pas mort, il continue sous d'autres formes. Que vous inspire ce mouvement? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Toutes ces énergies qui Bon, d'abord, c'était un mouvement extrêmement populaire, très diversifié, très enraciné, et donc je pense que le pouvoir s'est trompé sur la nature de ce mouvement. Et le pouvoir n'a pas mesuré que c'était un mouvement désintéressé. Très souvent, les manifestations, les gens se mobilisent pour obtenir quelque chose de concret qui concerne leur vie. Là, c'est pour l'expression d'une vision, d'une pensée, d'une perspective de société. Et donc, le vote d'une loi, la fin d'une négociation, ça ne signifie pas la fin de la pensée. Donc, ça continuera. Et ce qui est de l'ordre de la pensée, qui n'est pas de l'ordre de l'intérêt, un intérêt, ça se termine par une négociation, et une pensée, ça ne s'arrête pas le jour d'un vote. Et donc, il est clair que cette force-là, force populaire, humaine, humaniste, est une force très importante pour le pays. Alors comment dans l'avenir les choses... Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Moi, je crois qu'on va voir une forte mobilisation sur l'idée de famille, puisque aujourd'hui, il semblerait quand même que les socialistes s'attaquent beaucoup à l'idée de famille. Parce on a vu la suppression des niches fiscales sur les enfants scolarisés. Voilà, mais vous voyez, quand on met en cause, par exemple, les emplois personnels, les emplois à domicile, toute cette logique-là qui permet aux femmes de travailler, à la famille d'avoir à la fois des revenus, mais en même temps une vie familiale organisée, c'est de l'emploi enraciné, ça aussi. Et donc, attaquer ces emplois familiaux, c'est quelque chose qui, je crois, est très préoccupant pour l'idée de famille. Donc, on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels les socialistes ont des visions de remise en cause. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qui est dans la manif pour tous comme espoir va s'exprimer sur l'idée de famille. Au fond, on pourrait se poser la question, d'ailleurs, si les socialistes n'en veulent pas aux 3 cellules qui sont les cellules de la société civile. Je pense à la famille, à l'entreprise et à la commune. Au fond, là où se fait le tissage humain, là où se fait vraiment la relation humaine, elle se fait dans l'entreprise. Et on voit qu'à ne faire de l'entreprise qu'un lieu matériel, à ne faire de l'entreprise qu'un rapport de force, à ne faire de l'entreprise que quelque chose qui serait monétarisé, c'est passer à côté du travail, aussi de formes de partage par la création de richesses en commun. Quand je vois que sur la commune, on est en train de discuter, par exemple, cette logique de grande métropole, quand vous pensez que l'acte 3 de la décentralisation commence par un texte sur les grandes métropoles, la question aujourd'hui, c'est plutôt aussi la ruralité, c'est aussi comment des petites villes peuvent vivre de manière plus dynamique et avec plus de justice sociale. Donc on voit bien que là où la société civile peut s'exprimer, là où il y a un lien du territoire, un lien économique de création dans l'entreprise, ou le lien du sang dans la famille, puisque pour moi la famille reste quand même, comme disait, je crois que c'est Hervé Bazin qui disait, c'est le lieu où le sang des uns circule dans les autres. C'est quand même un lieu très bien. Eh bien, je vois que le Parti socialiste s'attaque à ce qui fait la charpente un peu de la société civile. Alors, une toute dernière question, Jean-Pierre Raffarin. Vous vous êtes défini comme un chrétien apaisé, vous avez participé aux manifs pour tous. Est-ce que vous avez été satisfait de la place prise par l'Église et par l'épiscopat français durant cette période? Ah oui, moi je suis très heureux du renouveau catholique. Je suis très heureux que
aujourd'hui, je vois des hommes politiques, je vois des leaders syndicaux, je vois des gens qui affirment leur foi de manière tout à fait apaisée et sans prosélytisme particulier, mais de gens qui vivent cette réalité. Donc je trouve que, à la fois parce que l'Église elle-même, ses papes et ses clercs d'une manière générale sont entrés un peu en résonance dans l'opinion publique, tout en étant forts sur leurs propres convictions. Je pense que d'ailleurs dans la société, des sujets aujourd'hui appellent une pensée, appelle une dimension spirituelle. Quand on parle de bioéthique, comme quand on parle de famille, il est clair que cette dimension-là a une dimension spirituelle. Et je pense que tout ceci favorise un renouveau catholique. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est pour ça que les catholiques, je pense de mon point de vue, il faut qu'on vive tout ça de manière très apaisée, très, très sereine. On se renforce, c'est contre personne, mais c'est que pour nous, on a quelque chose en nous qui est plus grand que nous, et plus ça c'est fort, et mieux c'est. Très bien, merci beaucoup à vous Jean-Pierre Raffarin pour ces dernières paroles d'apaisement. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre, vice-président du Sénat. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera François Bayrou. Vous pouvez évidemment d'ici là retrouver notre émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Bonne semaine à tous, merci beaucoup.